Bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve pour un épisode de Chronique Livre, l'émission dans laquelle je vous parle d'un livre en quelques minutes. Aujourd'hui au programme, Nuit de Bernard Minier. Donc, avant toute chose, je vais faire une petite contextualisation de qui est Bernard Minier. Donc Bernard Minier, c'est un auteur français, qui est originaire de Béziers, qui a écrit 9 livres depuis 2011, donc il en écrit en moyenne un par an. L'un de ses livres a été adapté sur Netflix, donc c'est le roman Glacé. Et donc c'est un auteur qui en moyenne est traduit dans 20-25 langues, un truc comme ça. Donc c'est pas n'importe qui, mais voilà, c'est pas un auteur de la trempe d'un Tillier ou d'un truc comme ça. Donc Nuit, c'est son quatrième roman de la saga du commandant Servaz. Donc c'est un peu son charcot. Vous allez voir, je vais faire beaucoup de comparaisons avec Tillier parce qu'il y a pas mal d'éléments qui me font comparer les deux. Donc on a affaire à un trailer d'environ 600 pages qui coûte 8 euros en grande surface, voilà, qui est trouvable aussi en e-book, j'imagine. De quoi ça parle? Je vais vous lire le résumé, du coup. Nuit de tempête en mer du Nord. Souqué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kristen Nygaard sur une plateforme pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base offshore. Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours plus tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian Hartmann, le tueur retors et insaisissable que le policier poursuit depuis des années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Kirsten lui tend alors une autre photo, celle d'un enfant. Au dos, juste un prénom. Gustave. Pour Kirsten et Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant, avec au bout de la nuit le plus redoutable des ennemis. Et il y a en citation en dessous, Nuit, le polar qui vous empêchera de dormir, de Bernard Lahus sur RTL. Donc le résumé, on fait un bouquin qui est plutôt noir, voilà, très sombre, etc. On verra que, voilà, quand je vous donnerai mon avis avec spoiler, que c'est pas si vrai que ça au final, et qu'il y a beaucoup de choses qui font que, bon, ça coincouille un peu encore à nouveau. C'est vrai que c'est le deuxième bouquin à la suite que je lis qui est un peu comme ça où je sors, je suis un petit peu. Donc du coup, voilà, je vous ai lu le résumé, je vais vous dire ce que je pense du livre sans spoil, parce que de toute façon, ça sert à rien de faire durer éternellement. Je tiens juste à dire quelque chose, c'est que si jamais vous commencez la saga de Minier par ce livre-là, vous allez vous spoil du coup les trois autres. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont racontées qui doivent être sont intéressants à lire. Bon, ça passe vite là, c'était plus des références qu'autre chose. Mais c'est vrai que ça vous gâcherait un peu le suspense. Donc si vous comptez voilà, si vous avez envie vraiment de faire les choses bien, lisez chaque bouquin. Voilà, c'est plus simple, mais vous allez comprendre quand même, hein. L'histoire, elle est claire, elle est limpide, elle a un début, une fin. Il n'y a pas de souci, c'est juste que les personnages se connaissent déjà, donc il y a peut-être une certaine partie du développement qui va manquer un peu à l'appel, ou voilà, c'est ce genre de choses en fait qui pourraient un peu vous déranger. Alors maintenant, du coup, on va passer à la partie avis sans spoil. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que les thèmes du livre, ça sert à rien forcément que je les dise parce que je vais vous spoil des trucs. Donc, euh, donc bon, voilà, même si le bouquin n'a pas forcément tant de secrets que ça. Alors, ce que j'ai pensé de ce bouquin, eh ben, j'ai trouvé que ce bouquin était trop long. Voilà, malheureusement. C'est un constat que je refais à nouveau, que j'avais déjà fait sur le tueur de lapin. Encore le tueur de lapin était un peu mieux écrit, je trouve. Là, on a un bouquin qui fait 600 pages pour rien. Voilà. C'est dit, j'aime pas dire ça, c'est quelque chose qui est pas forcément sympa pour l'auteur parce que l'auteur y a passé du temps. Mais 600 pages, quand t'as une histoire comme ça, c'était pas la peine. 300 pages, ça suffisait amplement. Et du coup, le problème, c'est que le rythme est complètement cassé parce qu'il faut faire durer. Parce que quand on vend un livre, il faut que les gens aient leur comptant d'argent. C'est comme les jeux vidéo, c'est le même débat. Quand t'achètes un jeu à 60 euros, il faut que le jeu il dure tant d'heures, machin. Ce qui est une grosse connerie, parce que si jamais t'as une histoire qui tient sur X heures, bon, autant polish le reste. Autant polish le style, autant polish l'intrigue, autant plutôt que de faire durer juste pour faire durer. Parce que donner de la durée aux gens, aujourd'hui on arrive dans des cas où on a des bouquins qui sont trop longs, on a des jeux qui sont trop longs. À un moment donné, non, quand une œuvre elle a un truc à raconter, on raconte ce qu'on a à dire et on s'arrête. Et là, j'ai un vrai problème avec ce bouquin qui en fait trop. Il en fait trop mal en plus. Puisque c'est ce que je disais un peu en introduction, mais l'auteur en fait, c'est son quatrième livre, donc il a quand même
un peu d'expérience, mais pas tant que ça au final. Et on sent en fait qu'il utilise tous les poncifs de l'auteur. J'ai vu quelques critiques là sur internet où des gens qui disaient comment écrire un thriller pour les nuls quoi. Il y a vraiment de ce genre de truc, il y a des attitudes, il y a des situations, les personnages des fois se mettent dans des situations qui sont complètement surréalistes pour des raisons complètement pétées. Genre à un moment, on va dire, il y a deux personnages qui sont ensemble, j'essaie de pas spoil. Ils ont une maison à fouiller, et genre ils se disent, ouais ok, alors la maison, on va la fouiller, donc moi je vais à tel endroit guetter si jamais les gens y reviennent pas, et toi tu explores la maison. Ok, très bien. Donc là, l'un des deux personnages commence à explorer la maison, machin. Il explore différentes pièces et puis il rentre dans un espèce de grenier qui est une salle un peu de BDSM, on va dire, sadomaso, un club un peu privé. Et puis à un moment donné, il entend un bruit de voiture et il fait oh mince alors, mais je comprends pas, elle était censée me prévenir. Et en fait, il sort son téléphone et oh mince alors, il a pas de réseau. Ah là là. Et du coup, il reste enfermé là. Et du coup, l'autre, ne voyant qu'il revient pas, bah, elle finit par se dire oh, je vais essayer d'aller l'aider. Et du coup, bah, l'autre personnage toque à la porte de la maison. La personne se fait passer pour un journaliste, un truc comme ça. Et puis elle dit ah, je voudrais prendre des photos de votre maison. Oui, il est 23 h, oui, mais c'est pas grave. Et les autres, comme, enfin, ils disent ah oui, vas-y, viens, on rentre. Du coup, ils rentrent. Et puis, bah, ils prennent un cocktail. Et oh là là, il y a de la drogue dans le cocktail. Bon, voilà. Et du coup, la meuf, elle se fait capturer, elle se fait emmener à un endroit, machin. C'est des grosses ficelles, c'est censé être des policiers, ils sont censés être entraînés, et pourtant ils se font salement baiser à chaque fois. Donc c'est un peu frustrant parce qu'en fait on a l'impression que l'histoire a besoin de ça pour avancer. Et ça en général c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est pas l'écrit, c'est mal rédigé et même le scénario en lui-même tient pas trop la route parce que ouais enfin là si je dis ça je vais commencer à spoiler donc il va falloir que j'aille en zone spoiler après pour expliquer tout ça. Mais donc, si vous voulez, pour faire très simple, on a une enquête qui patauge, une enquête qui est pas très compliquée à résoudre parce qu'en fait, le coupable, on le connaît très très vite. Et même quand on arrive à retrouver le coupable, en fait, il y a un truc un peu tiré par les cheveux qui fait que, ah bah non, en fait, le coupable, on peut pas l'arrêter maintenant, il faut attendre, machin. Et du coup, il y a une deuxième intrigue qui se met en place dans le livre. Et on commence sur une scène de crime, sur un début. Le début est bien, le début est badass et tout. Et puis en fait, le soufflet retombe très très vite. En gros, si vous voulez, sur les 600 pages, les 100 premières m'ont vraiment hypé. Je suis en mode waouh, trop bien. Les 50 suivantes m'ont fait commencer à hausser les sourcils, j'étais en mode où est-ce que tu vas le livre? Et puis après toute la suite c'est une lente descente aux enfers et ça ne remonte jamais. Et je me suis dit au bout d'un moment ça va finir par remonter quand même et tout. Et même le climax final j'ai juste soufflé du nez et je lisais presque une page sur deux, enfin ouais c'est dommage. Encore un livre que je vais sans doute pas vous donner envie de lire, mais pourtant il a des petits trucs qui sont intéressants malgré tout, qu'il va falloir que j'aille explorer du coup en zone spoiler. Mais bon, voilà, donc ça c'était mon avis sur Spoil. Je vais quand même essayer de synthétiser, on va dire, les points positifs, les points négatifs. Donc sur les points positifs, j'ai noté la description des lieux et des endroits. C'est très décrit, c'est très photographique. On sent que l'auteur, en rédigeant ça, il avait les paysages en tête. Enfin, même il l'a écrit devant les paysages, parce que c'est un auteur du sud-est, je crois. Donc toute la zone dont il parle, je pense que c'est dans ce coin-là qu'il a vécu. Comme beaucoup d'auteurs, hein, d'ailleurs, hein, ils écrivent sur des endroits qu'ils connaissent. Donc ça marche bien. Ça marche même plutôt bien. Les personnages, j'ai bien aimé le personnage de Kirsten, qui est un peu ambigu. Il y a une histoire un peu d'amour vite fait, où il se tourne un peu autour, mais quand même. À nouveau, il y a un truc d'ailleurs qui m'a fait un peu rire. Bon, je mettrais pas forcément ça dans les points positifs, mais j'ai l'impression que les personnages pour les auteurs, on va dire, qui savent pas forcément trop comment bien développer les personnages, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de mettre des scènes de cul. Il faut mettre du cul pour donner de la profondeur à un personnage. Voilà, si vous avez compris la blague, je suis pas très fier de moi celle-là, mais bon, c'est pas grave. Mais souvent, parce que dans le tueur de lapin, qui était le livre que j'ai lu avant, il y avait un personnage pareil qui avait régulièrement du sexe, et c'était là pour lui donner une certaine profondeur. Mais du coup, je trouve que ça marche pas trop, c'est un peu artificiel. Mais voilà, mais sinon j'ai bien aimé le personnage de Kirsten qui est assez ambigu, et puis il y a des trucs rigolos avec elle.
Mais je veux pas spoil. En point que j'ai un peu moins aimé, il y a la psychologie du héros. Il y a tout un passage un peu surréaliste au début où il est dans le coma, etc. Et il voit des anges, il voit la vie, la mort et tout. T'es en mode, ok, mais frère. Enfin, alors je me doute que ça sert le propos dans le développement de la saga, parce qu'il y a encore des livres après, il y a des livres avant. Mais j'ai trouvé ça un peu kitsch comme passage. En plus, c'est long, ça dure et ça apporte pas grand chose au roman en fait. Si, à un moment donné, c'est pour dire, ah oui, depuis que t'es dans le coma. Ah, t'as changé. Ben ouais, ok, super, mais bon, c'est un peu con. Et le héros a plein de décisions qui sont complètement débiles et irréfléchies, mais vraiment, c'est ridicule. C'est juste ridicule, il y a des moments où on a envie de se taper la tête avec une brique, et c'est presque plus agréable. Deuxième point positif, je dirais, il y a un certain nombre de chapitres où on ne dit pas qui est le narrateur. Donc je trouve que c'est une bonne manière, bon c'est un peu facile, mais c'est une bonne manière quand même malgré tout de, entre guillemets, de planquer un détail. C'est-à-dire que, en fait, on vous fait croire que c'est un personnage qui parle, mais en fait, c'en est un autre. Donc j'aime bien ce genre de poncif, ça entretient le mystère, etc. Donc c'est sympa, c'est pas mal utilisé, c'est pas trop utilisé, donc c'est cool. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bah la psychologie du tueur, hein. Même l'enquête en général. Bon pour un thriller c'est un peu le comble quand même. Mais ouais j'ai eu du mal avec la psychologie du tueur en fait, parce qu'en fait c'est un tueur qui tue pas. Enfin, s'il y a un moment, il y a une scène où il tue qui est assez cruelle, que je lirai peut-être dans les extraits. Mais à part ça, c'est un tueur gentil, on va dire. Pour un bouquin de 600 pages, il se passe pas tant de choses que ça vis-à-vis de lui. Donc c'est vrai que petite déception par rapport à ça. Euh, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? La fin, j'ai bien aimé la fin. Il y a un petit twist vers la fin qui est assez appréciable, qui est sympa et j'avoue, j'ai rigolé, donc c'est plutôt bon signe. Quand je rigole face à un twist comme ça, je me suis dit, ah ok, je me suis un peu fait avoir. Bon, j'en avais un peu rien à foutre quand même, mais ça m'a un peu fait rire. Je suis un peu en train de défoncer le bouquin, c'est triste. Mais non, mais c'était quand même assez rigolo. Euh, L'enchaînement des parties aussi, je suis pas sûr que c'était bien fait. Il y a des trucs qui sont un peu, ouais, ça faudrait que je revienne dessus en zone spoiler plutôt. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait 3 points positifs, 3 points négatifs. Donc si je devais apporter une conclusion à cette partie sans spoiler, parce qu'après du coup je pourrais aller expliquer l'histoire, donc je vais avoir moyen de beaucoup plus développer mon point de vue, mais Nuit de Bernard Minier, c'est un roman qui est très scolaire. C'est un roman d'un auteur qui se cherche encore, dans le style, dans la manière d'écrire. Il a un style qui est assez caractéristique des auteurs qui se cherchent, justement. Donc, pourtant il sort pas d'école, hein, lui, mais je trouve que son style est assez quelconque. Il y a des auteurs qu'on reconnaît en les lisant, et lui, je trouve que c'est pas le. Je sais pas. Je pense que cet auteur me marquera pas dans son style. Alors, faut en lire plusieurs hein, pour dire je reconnais le style de l'auteur. Mais. Ouais, non, je trouve qu'il a pas forcément un style très. C'est un page turner. Donc, c'est-à-dire que, voilà, pour moi, à nouveau, c'est un roman de gare. C'est une petite histoire un peu à la Mary Higgins Clark qui se tient. Voilà, c'est un peu plus sophistiqué quand même, ça fait suite à des bouquins qu'il y a eu avant, donc il y a un background, etc. Mais globalement, c'est pas la meilleure. J'ai lu des bouquins d'auteurs du même genre qui étaient beaucoup plus intéressants. Vous allez me dire que j'abuse avec Tillier, mais enfin, Tillier, il a des bouquins avec le même genre de concept qui sont beaucoup mieux écrits, beaucoup mieux ficelés. Et d'ailleurs, pour moi, Tillier, c'est le seul auteur qui est capable de passer la barre des 500 pages sans être chiant, que je connais dans ce style-là. Parce qu'évidemment, un King de 1000 pages, c'est toujours un régal, un plaisir. Mais ouais, dans les auteurs de thriller, bah, Harry Ginsler, quand ça passe les 500, je m'endors avant la fin. Là, Minier, c'était dur, j'ai eu du mal. Donc ouais. Ouais, c'est. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué.
Voilà, donc maintenant que j'ai fait mon avis sans spoil, eh ben, il va être temps de spoiler, hein, on va spoiler comme des bâtards. Donc ceux qui veulent pas être spoilés, je vous invite à partir maintenant, arrêter la vidéo puis à revenir plus tard quand vous aurez lu le bouquin. Voilà, avant de partir évidemment laissez un pouce bleu, partage, commentaire. Et puis bah, les autres, ceux qui ont lu le bouquin ou qui en ont rien à foutre d'être spoilés, bah, je vous invite à rester. On va rentrer tout de suite du coup en zone spoiler. Donc on est parti, zone spoiler. Je vais vous parler de l'histoire du bouquin. Je vais essayer de reprendre les grandes clés de l'histoire, même si vous l'avez sans doute compris, c'est pas un bouquin que je trouve particulièrement intéressant, bien écrit, on va dire. Donc alors, résumé rapide de l'histoire. Donc l'histoire commence sur Kirsten Nygard qui prend un train pour rejoindre la police d'Oslo. La police d'Oslo. Pour rejoindre Bergen, une petite ville où on a trouvé une femme qui s'est fait un peu sauvagement assassiner. Je dis un peu, mais c'est complètement fait sauvagement assassiner. Cette jeune femme, pourquoi est-ce que c'est elle qui y va? Et bien pour la simple et bonne raison qu'elle avait un papier dans la poche de son pantalon qui contient le nom de Kirsten. Donc Kirsten, c'est un nouveau personnage dans l'univers de Minier, on la découvre avec ce livre. C'est pas un personnage récurrent, hein, je me suis renseigné, parce que c'est vrai qu'en commençant le bouquin, je me suis dit waouh, il la présente vite fait comme ça. Non, non, c'est un nouveau personnage, on la connaît pas d'avant. Donc la Kirsten, elle se rend dans l'église pour voir la scène de crime, etc. Il trouve le papier. Donc elle se dit ah c'est bizarre, pourquoi voilà. Donc il mène l'enquête. Donc cette femme qui est retrouvée assassinée, c'est une femme qui travaille sur une plateforme pétrolière au large des côtes. Donc il décide de s'y rendre. Sur la plateforme pétrolière, il mène un peu une enquête pour savoir qui c'était cette femme, l'équipage, qui a pu faire ça et tout. En fouillant les cabines, il découvre qu'il y a une cabine où il manque une personne, qu'il y a des vêtements ensanglantés, qu'il y a des photos qui sont assez bizarres. Sur les photos, on voit l'inspecteur Servaz, donc ça on le sait qu'après, mais globalement c'est ça. Donc l'inspecteur Servaz qui est le personnage un peu récurrent de l'univers de Minier, donc c'est l'enquêteur en chef on va dire. C'est un peu son Derrick, quoi si vous voulez. Et en plus de ça, il y a une photo où on voit un petit garçon, où il y a écrit Gustave au dos de la photo, et donc à partir de là, le livre commence à ne plus être intéressant. Je rigole, mais presque pas. Je rigole presque pas. Donc juste après ça, on passe en France, où on voit l'inspecteur Servaz et son lieutenant Espérandieu, qui s'apprête à appréhender un suspect potentiel pour une affaire d'agression de femme. Donc le mec c'est un multirécidiviste, donc bon ils vont le voir mais ils sont quasiment sûrs que c'est lui. Bon, il s'avère que Mango de Ball pour eux, c'est pas lui, mais voilà, qu'il a fait autre chose. Ce mec-là prend la fuite. Lors de la course-poursuite, il se retrouve à sauter sur un train qui roule, avec des jolis caténaires juste au-dessus. Donc, le mec est foudroyé, Servaz est presque foudroyé, mais en fait, le mec lui tire une balle au moment où il va se faire foudroyer. Donc, il prend une balle en plein cœur. Servaz se retrouve dans le coma, et pendant qu'il est dans le coma, alors je sais pas si Mini fume de la drogue ou un truc comme ça, mais pendant qu'il est dans le coma, Servaz, il voit l'au-delà, il voit les anges, il voit une foule de personnes, machin. C'est un passage qui est très perturbant parce que quand on lit des thrillers, c'est pas ce genre de choses auxquelles on s'attend. En plus, je trouve que ça sert pas grand chose dans l'histoire. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. J'ai pas forcément trouvé intéressant ce passage-là. Voilà. Tout ça pour le faire sortir du coma à 25-30 pages plus tard et pour qu'après tout le monde dise ouais, t'as changé depuis que t'es dans le coma. Ben. Alors, à la décharge du bouquin, c'est peut-être parce que j'ai pas lu les autres. Enfin, c'est même sûr que c'est parce que j'ai pas lu les autres. Mais je veux dire, ouais, ouais, tout ça pour ça. Puis ce qu'ils en font dans le bouquin, c'est pas si ouf que ça au final. Donc il sort du coma au moment où Kirsten arrive en France en disant Lieutenant Servaz, on a trouvé des photos de vous dans la cabine d'un mec qu'on pense être Julian Hertman. Il y a un mandat international sur lui pour l'arrêter. Collaborons. Donc elle dit moi je reste là une semaine, collaborons. Il faudrait qu'on essaie de trouver Hertman, enfin où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, et surtout qui est Gustave. Et donc là, assez rapidement, on sait pas trop pourquoi, mais Servaz commence à se dire ah oui, dans mes enquêtes précédentes, il y avait une femme sur laquelle j'avais un crush qui s'appelait Marianne. Marianne, elle a été enlevée par Hertman,
Et du coup, il se dit, et si elle était enceinte quand il l'a kidnappée, et que du coup elle avait accouché, et que Gustave c'était l'enfant de Marianne. Donc il commence à sérieusement y penser, et effectivement, spoiler, il va s'avérer que c'est effectivement ça, c'est exactement ça même, et que c'est lui le père. Voilà, parce qu'il avait couché avec, et du coup elle était enceinte, et voilà. Et donc Julian Hartman l'a élevé plus ou moins comme son fils. Donc ça va être ça le gros truc de l'histoire, et en fait je trouve que c'est vraiment pas intéressant. Mais c'est vraiment, vraiment pas intéressant. La manière dont c'est raconté, c'est pas intéressant. La péripétie, c'est pas intéressant. Moi, je dis un thriller, c'est parce qu'il y a un mec à arrêter, un criminel, qu'il y a des scènes de crime, il y a des meurtres, il y a une enquête et tout. Et là, en fait, c'est tout sauf ça. C'est pas du tout un. Enfin, c'est un faux thriller, quoi. C'est pas super intéressant. Et donc, euh, et donc là, on est à la page 150 à peu près, et le bouquin vient de se terminer, puisque tout ce qui va se passer ensuite, il se passera quasiment rien en fait en réalité. Donc on va avoir donc ils vont faire des recherches sur les photos pour voir les lieux, ils vont reconnaître l'endroit, donc ils vont aller voir, ils vont mener l'enquête, ils vont aller dans deux écoles, ils vont trouver le gamin assez rapidement, en plus assez facilement, enfin, le gamin caché au milieu de la foule. On va avoir des chapitres un peu entrecoupés avec un groupe de méchants qui semblent aussi chercher Hartman et le petit Gustave, donc ils veulent le tuer, le petit Gustave, hein, parce que voilà, ils veulent atteindre Hartman. On apprendra que c'est parce que Hartman a tué leur jeune fille, donc en plus, bah, quelque part, ils ont raison, ils veulent se venger, et voilà. Même si le gamin y est pour rien, attention. Et donc, on va voir assez rapidement qu'il y a un personnage dont le nom commence par un K, qui vend des informations. Mhm. En fait, là où le bouquin essaie d'entretenir un peu le mystère, c'est qu'au début du livre, il y a deux personnages qui ont un prénom qui commence par un K, deux personnages qu'on va suivre tout au long du bouquin, Kirsten et je sais plus comment il s'appelle l'autre, on s'en bat les couilles, Ken Kigard ou je sais pas. Sauf que je trouve qu'il y a assez peu de suspense puisque Kirsten on la voit 10 fois plus que l'autre personnage, donc voilà. Donc Kirsten vend des informations dans le dos. Alors on sait pas exactement pourquoi elle vend les informations, mais voilà, elle vend les informations. Du coup le petit Gustave il le trouve, il se rend compte qu'il est hébergé chez une famille, mais que c'est pas Hartman directement, donc c'est potentiellement des amis d'Hartman ou des contacts d'Hartman. Donc ils vont les prendre en filature et honnêtement la filature elle dure presque 250 pages quoi. Et il se passe pas grand chose, genre ils couchent ensemble et puis après il y a un quiproquo le lendemain au réveil. Parce que Lila allait prendre sa douche dans une autre chambre, et du coup elle lui dit ah oui d'accord, je vois, t'aurais pu te doucher là, je croyais que t'étais là. Et puis lui il croit que du coup ils ont baisé sans suite, et elle pense pareil, et du coup en fait voilà, alors qu'ils s'aiment. Oh là là. Enfin bon, c'est un peu. Ouais, c'est un peu déprimant, c'est bas d'écriture en fait, je trouve. Et donc il se passe pas forcément grand chose jusqu'au moment où va y avoir la scène un peu surréaliste dont j'ai parlé en partie no spoil, où pour essayer de retrouver des cheveux de Gustave pour faire le test ADN, du coup savoir si c'est effectivement Servaz le père, il va s'infiltrer dans la maison, il va essayer d'attraper un cheveu, et sauf que bah, il va aller fouiller un endroit où il n'y a pas de réseau, donc il va pas être au courant par Kirsten que les mecs sont en train de revenir. Et du coup il va être bloqué dans la maison, et Kirsten va essayer de venir le sauver après, elle va se faire droguer. Elle va commencer à se faire un peu toucher, caresser, violer. D'ailleurs c'est bizarre parce que la scène elle est... Je dirais pas qu'elle est excitante. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi mon casque s'est éteint. Je disais la scène, ouais, la scène, je sais pas comment elle est écrite, mais c'est dans un registre un peu bizarre. Genre, ça fait un, j'aime pas dire excitant, mais c'est présenté de manière presque sexy sexuelle, alors qu'on parle d'un viol, on parle de GHB, de drogue et tout, mais je sais pas, toute la scène fait, surtout entre guillemets la violeuse, parce que c'est une femme à une femme. Et ouais, elle est présentée dans ses plus beaux atours, elle est sexy, elle est pulpeuse, elle est machin et tout. Et t'es en mode, ouais les gars, vous êtes sûr de la manière dont vous l'avez écrit votre scène là? Il y a un truc. Et du coup, le mec il sort, il arrive à s'en sortir pendant que l'autre se fait droguer. Du coup, il sort, puis après il revient, il dit j'appelle les renforts, j'appelle pas. Il rentre, il défonce tout, il dit ouais, je suis policier, machin. Donc il grille complètement sa couverture en plus parce qu'il les espionnait de l'hôtel d'en face. Et, euh, et du coup, les deux mecs ils disent bon, on arrête d'essayer de la violer, on va la ramener à l'hôtel. Du coup, ils la ramènent.
Ils appellent Hartman et Hartman fait oui, oui, je sais, c'est Servaz, il me suit, enfin il fait rien, comme si tout allait bien et tout. Du coup t'es en mode ok, d'accord. Du coup là les deux mecs qui gardent, du coup ils veulent baiser, donc pour baiser ils droguent le gamin réagit mal parce qu'il a une maladie rare. Du coup il est pas bien, il l'emmène à l'hôpital, Hartman l'apprend, Hartman vient les voir. Oui, il se passe, j'essaie de faire un résumé rapide. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, Hartman, comment dire? Hartman, il contacte Servaz en lui disant, vas-y, rejoins-moi à l'hôpital, j'ai un truc à te dire, machin. Donc Servaz, il y va et il lui dit, bah écoute, c'est ton fils, voilà, j'ai kidnappé Marianne, je l'ai affamée, je l'ai torturée pour qu'elle avorte, mais elle voulait pas, enfin, elle a pas perdu le gosse, quoi, le gosse s'est accroché. Donc, euh, donc bah quand il est né, je voulais pas tuer le gosse, mais elle, je l'ai massacré, machin. Et Servaz, il est en mode, ah d'accord, yes oui papa. Et l'autre il fait oui tu es papa et puis moi je suis le père adoptif aussi puisque je l'ai élevé, il faut que tu m'aides. Et genre au lieu de juste l'arrêter, bon il le tabasse, hein, il lui fout sur la gueule, mais au lieu de juste l'arrêter, il lui dit ok, qu'est-ce que je dois faire? Et donc là le méchant il met en place son plan diabolique, il lui dit ah oui alors en fait mon fils, enfin ton fils et notre fils, il a besoin d'une greffe de foie parce qu'il a une maladie incurable et du coup il faut que tu ailles dans les montagnes là-bas loin pour te faire prélever 2 tiers de ton foie pour le greffer à ton fils, à notre fils pour qu'il s'en sorte. Et le mec il fait bah non en fait on va trouver quelqu'un de compatible dans le coin et puis basta, toi tu vas aller en prison et je vais prendre ça en charge. Ah non, il faut forcément que ce soit le père, machin, donc il va falloir que tu suives mon plan de faire 1500 km. Et t'es en mode bah il va pas accepter, genre il est officier de police, genre non, enfin ça se voit que c'est un piège, enfin je sais pas, il y a un truc bizarre quoi. Et non. Non, 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 il accepte, il pose pas de questions, il fait ok d'accord, machin. Et l'autre il lui dit de toute façon, si tu veux pas t'associer avec moi, j'ai tué un mec avec ton arme. Je suis en mode bah t'as tué un mec avec son arme, oui mais l'autre il a un alibi quand même, genre. Bon en vrai il a pas vraiment d'alibi parce que le mec en question, c'est le mec qui s'est fait électrocuter au début, qui lui a tiré une balle dans le cœur, donc il a toutes les raisons du monde de le tuer. En plus il fait un rapport juste avant pour dire qu'il l'a eu au téléphone, qu'il allait le voir, etc. Mais si vous voulez, à partir de là, le roman s'effondre un peu parce qu'on se dit putain mais waouh. Et donc du coup, en plus, il va au commissariat central, là où il bosse, voir ses collègues. Il explique à ses collègues ce qu'il vient de faire, et les collègues lui disent, mais attends, t'as croisé un tueur en série, qui est cherché par Interpol. Tu l'as laissé partir en lui donnant ton arme. Tu vas le retrouver à 1500 km d'ici dans un hôpital, pour que tu sois anesthésié en général, pour prélever un bout de ton truc pour un fils. T'es même pas sûr que c'est lui. Et le mec il fait, oui, je dois le faire. I am the Batman. T'es en mode wow, 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 wow. Bon, il dit pas I am the Batman, hein, mais triste. Triste, triste, triste. Du coup, évidemment, ce qui se passe. On lui avait demandé son arme, voilà. La balistique a montré que c'était son arme à lui qui avait tiré. Comme il a toutes les raisons du monde d'avoir buté l'autre, il doit se faire arrêter. Sauf qu'il peut pas se faire arrêter. Donc il s'échappe par le sous-sol, il prend une bagnole, il fuit, donc il est en cavale, on va dire. Et donc il fait 1500 km, il arrive dans un hôpital. Il a laissé Kirsten derrière lui parce qu'il devait rentrer en France, sauf que Kirsten elle rentre pas en France. Tiens, ça alors. Sauf qu'on apprend du coup que Kirsten c'est une traître et qu'elle vend des informations depuis le début du livre aux mecs qui veulent traquer Hartman. Donc jusque là on se dit bah ça va, tranquille. Du coup ils arrivent à l'hôpital. L'hôpital c'est glauque parce que le mec c'est un chirurgien plastique qui veut l'opérer du foie. Il lui parle de connecter des tuyaux, machin et tout. Enfin c'est trop bizarre. Du coup il est endormi dans le coma. Il lui prélève le foie, l'opération se passe bien, le gamin est sauvé, youpi. Sauf qu'en fait on apprend que Kirsten, c'est l'amant de Hartman. Depuis le début du bouquin, elle suit le héros parce que c'est l'amant d'Hartman. Que les bouts de papier dans la poche, c'est elle qui les a mis là. D'ailleurs, la meuf du début, on ne sait même pas au final qui l'a tué. Donc a priori c'est Hartman, mais on n'a même pas la confirmation au final. Puisqu'il passe tout le début du livre à dire que que le mode opératoire ne lui ressemble pas, le modus operandi comme on dit. Et donc à la fin du livre, voilà, c'est un peu, on arrive dans une impasse mexicaine où tout le monde braque tout le monde. Et on a un face à face entre Kirsten et Serphaz avec Hartman au milieu. Donc Kirsten elle veut tuer
Elle veut tuer Hartmann. Servaz, il veut arrêter Hartmann, donc il braque Kirsten. Et du coup, Kirsten, elle décide que bah, elle va braquer Servaz. Sauf qu'au moment où elle fait ça, il lui tire dessus. Et là, t'as Hartmann qui éclate de rire et qui lui dit, tu sais, il y avait qu'une balle dans la carte, dans le chargeur. C'était parce que c'est moi qui lui ai fait son arme. Et donc, elle aurait pas pu tirer de toute façon, il y avait plus de balles dans le chargeur. Donc il dit, c'est con, t'as tué une innocente. Après, épilogue. Waouh. Et dans l'épilogue, du coup, on apprend qu'Hartmann en prison a envoyé à une boîte à Servaz pour lui dire regarde, Marianne, elle est en vie, elle a été prise en photo au Mexique il y a 3 mois, machin et tout. Donc là, on est en mode attends, elle s'est fait kidnapper, elle aimait un mec, elle l'a jamais recontacté, elle était enceinte, elle a eu un enfant qu'elle a jamais voulu revoir. Enfin, la fin colle pas en fait avec le reste, la fin de l'intrigue colle pas. Le seul truc qui est bien amené, je trouve, c'est Kirsten, le fait que ce soit l'amant du mec. Mais en fait, quand on y réfléchit, ce livre c'est un peu un huis clos à ciel ouvert. C'est-à-dire que les personnages sont très 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 peu nombreux. Et du coup, chaque élément, principe du fusil de Chekhov, chaque élément sert à l'intrigue. Et donc, pourquoi faire venir une policienne de Norvège sinon qu'elle a un lien avec le tueur en fait quand on pense de manière, on va dire, un peu analytique sur les histoires, comment elles sont faites, en fait, on voit que ce livre a d'énormes ficelles. Un auteur de thriller, sauf certains très bons auteurs qui s'amusent à jouer justement à faire des antifusils de Chekhov, mais Minier n'a pas le niveau de faire un antifusée de Chekhov. Quand je vois que même Tillier a du mal à faire des antifusées de Chekhov, bon, c'est quand même. Oui, je fais la comparaison avec les deux, mais je suis désolé, Tillier est meilleur. Euh, Et donc, il y a pas d'antifusée de Chekhov, et en fait, au final, les ficelles sont si grosses, on les voit très très vite, on voit très très vite où le livre va aller. Et même la trahison de Kirsten, en fait, si on pose son cerveau, enfin, justement, si on allume son cerveau 2 minutes et qu'on se pose à côté du bouquin, c'est la seule raison de l'avoir fait venir dans l'histoire, parce qu'elle peut pas, en fait, elle n'existe pas des anciens bouquins. Et le meurtre du début n'est pas relié au reste de l'intrigue. Donc le seul lien qu'il y a entre le meurtre du début et le reste de l'intrigue, c'est Hartmann. Et du coup, vu que le seul lien qu'il y a entre Kirsten et le reste de l'histoire, c'est le meurtre du début, par effet de transitivité, en fait, Kirsten est relié à Hartmann. Oui, c'est un peu compliqué, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme des maths, mais bah, je sais pas si A plus B plus C égale D, bah quand on fait A plus B moins D, on a C. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est con. Si on pose juste les personnages dans un truc, on essaie de faire les liens entre les personnages, bah si t'as une flèche qui mène de A à B et une flèche qui mène de B à C, alors A est relié à C. Alors dans le principe, c'est peut-être mieux que ma formule d'ailleurs, mais c'est le principe de transitivité. Donc on a ça qui cache, qui donne, qui dévoile en fait complètement ce qui se passe. Donc voilà, alors on va passer rapidement à la lecture des extraits. Donc je vais vous lire le tout début parce que je trouve que le tout début, en fait, je vais lire quelques phrases. Je trouve que le début est symptomatique du style de l'auteur. Je disais dans la partie sans spoil que l'auteur c'était un auteur qui se cherchait. Et donc je trouve qu'on le ressent bien sur l'écriture des premières phrases. Prélude. Elle regarde sa montre. Bientôt minuit. Train de nuit. Les trains de nuit sont comme des failles dans l'espace-temps, des univers parallèles. La vie tout à coup suspendue. Le silence. L'immobilité. Les corps engourdis. Somnolence. Rêve. Ronflement. Et puis le galop régulier des roues sur les rails. La vitesse qui emporte les corps. Ses existences, ses passés et ses avenirs. Faire un ailleurs encore dissimulé dans les ténèbres. Car qui sait ce qui peut advenir entre le point A et le point B. Un arbre tombé sur la voie. Un voyageur mal intentionné. Un conducteur somnolent. Alice songe sans vraiment ça peut sentir. Plus par désœuvrement que par crainte. Elle est seule dans le wagon depuis Gélio. Et, pour autant qu'elle a pu en juger, personne n'est monté entre temps. Ce train s'arrête partout. Arsker, Dramer, Anefos, Gol, Hal, parfois dans des gares dont les quais auront bientôt disparu sous la neige, réduite à un ou deux baraquements symboliques, comme à Ustaoset, où est descendue une seule personne. Elle aperçoit des lumières au loin dérisoires dans l'immense nuit norvégienne. Quelques maisons isolées, qui laissent leurs lampes de seuil allumées toute la nuit. Personne dans le wagon. On est mercredi. Du jeudi au lundi, l'hiver venu, le train est presque bondé. Essentiellement des jeunes et des touristes asiatiques, car il dessert les stations de ski. L'été, les 484 km de la ligne Oslo-Bergen ont même la réputation d'être un des chemins de fer les plus spectaculaires au monde, avec ses 182 tunnels, ses viaducs, ses lacs et ses fjords. Au cœur de l'automne nordique,
Par une nuit glaciale comme celle-ci, au milieu de semaines, il n'y a pas âme qui vive. Le silence qui règne d'un bout à l'autre de l'allée centrale, entre les rangées de sièges et certains poils oppressants, comme si un signal d'alarme avait vidé le train à son insu. Elle bâille. Malgré la couverture et le masque de nu mis à sa disposition, elle ne parvient pas à s'endormir. Pas vraiment, elle est toujours aux aguets dès qu'elle sort de chez elle, c'est son métier qui veut ça. Et ce train vide n'aide guère à se relâcher. Elle prête l'oreille. Aucune voix ne lui parvient. Pas même le bruit d'un corps qui remue, d'une porte qu'on repousse, ou d'un bagage qu'on déplace. Son regard glisse sur les sièges inoccupés, les cloisons grises, l'allée centrale vide, et les vitres obscures. Elle soupire et s'efforce de fermer les yeux. Voilà. Donc c'est l'introduction du bouquin. Alors vous avez peut-être pas forcément remarqué, ça se remarque plus en lisant. Puis ça dépend aussi comment moi j'ai lu aussi, voilà, par rapport à vous. Mais l'auteur aime bien abuser des phrases où il enlève le verbe. Et c'est un pensif qui est un peu trop utilisé dans le livre, donc c'est-à-dire qu'au début c'est rigolo. Et puis j'avoue qu'au bout d'un moment, ça devient un peu lourd. Voilà, c'est pas. C'est comme tout en fait. Les trucs stylistiques, c'est sympa, c'est joli, mais c'est pas. Quand c'est surutilisé, en fait, c'est dommage. Alors, le deuxième extrait que je voulais vous lire. C'est ça. Donc ça, c'est l'extrait dont je vous parlais là quand le mec il tombe dans le coma. Où est-ce que je suis? Il est tendu sur la table d'opération et pourtant il marche dans un paysage plein de lumière, un paysage remarquable. Comment est-ce possible? Un paysage d'une beauté à couper le souffle. À couper le souffle. Quel humour, mon vieux, songe-t-il en pensant au masque à oxygène. Il voit des montagnes bleues au loin, un ciel d'une pureté absolue, des collines et de la lumière, en majuscule. Beaucoup de lumière. Une lumière brillante, chatoyante, magnifique, tangible. Il sait bien où il est, dans une région contiguë de la mort, peut-être même de l'autre côté. Mais il n'éprouve aucune peur. Tout est beau, lumineux, fantastique, accueillant. Il tient sur une hauteur dominant les collines, les rivières miroitantes qui épousent en serpentant les caprices du terrain. Il voit en bas, à 500 mètres environ, un fleuve qui avance lentement dans sa direction, au cœur du paysage, depuis l'horizon. Il suit le chemin qui descend vers lui, et plus il descend, plus le fleuve lui paraît d'un aspect inhabituel. C'est une merveille inimaginable que ce fleuve. C'est plus beau que tout ce qu'il a connu. Et soudain, à mesure qu'il s'en approche, sa compréhension s'élargit. Le fleuve est constitué d'êtres humains marchant côte à côte. Ce qu'il voit, c'est le fleuve de l'humanité, passé, présente, futur. Des centaines de milliers, des millions, des milliards d'êtres humains. Il parcourt les 100 derniers mètres quand il entre dans cette foule immense. Il se sent submergé, entouré par un amour palpable, plongé au milieu de cet énorme fleuve de gens. Il se met à sangloter de joie. Il se rend compte que jamais, pas une minute au cours de toute sa vie, il n'a été aussi heureux. Il ne s'est senti aussi en paix avec lui-même et avec les autres. Jamais la vie eut eu parfum aussi suave. Jamais les gens n'ont exprimé tant d'amour à son endroit. Un amour qui l'inonde jusqu'au tréfonds de l'âme. La vie, dit une voix dissonante en lui. Tu ne vois donc pas que cette lumière, cet amour, c'est la mort. Il se demande d'où venait cette dissonance, cet accord discordant tout à coup, aussi puissant que celui qui résonne à la fin de l'adagio de la symphonie numéro 10 de Malheur. Il voit quelqu'un à son chevet, entre ses cils, à la limite de son champ de vision, l'espace d'un instant. Il ne sait comment elle s'appelle, cette belle jeune femme au visage affligé. Elle doit avoir dans les 22-23 ans. Puis le brouillard se dissipe et la lucidité lui revient. Margot, sa fille, quand est-ce qu'elle est arrivée? Elle est censée être au Québec. Elle pleure, assise près de son lit, les joues mouillées de larmes. Il peut sentir les pensées de sa fille, sentir à quel point elle est malheureuse. Il a honte, tout à coup. Il se rend compte qu'il n'est plus au bloc, mais dans une chambre d'hôpital. Réa, songe-t-il, service de réanimation. Puis la porte s'ouvre. Un homme en blouse blanche entre accompagné d'une infirmière. L'espace d'un instant, il est pris de panique lorsque l'homme en blouse blanche, au visage grave, se tourne vers Margot. Il va lui annoncer que son père est mort. Non, non, je ne suis pas mort, ne l'écoute pas. Coma, dit l'homme. Il entend Margot poser des questions. Elle se tient hors du champ de son vision. Il ne peut pas bouger. Il n'arrive pas à entendre tout ce qui se dit. Mais il commence à percevoir des signaux familiers dans la voix de sa fille. Devant le langage volontairement technique et abscon du médecin, Margot s'énerve. Elle lui demande de lui expliquer les choses simplement, de fournir une réponse précise. Le médecin lui répond avec ce mélange de compassion professionnelle, de hauteur et de condescendance que Servas connaît pour avoir souvent pratiqué les toubibs de son métier de flic. Et Margot, sa chère Margot, s'emporte. Vas-y, change-t-il, fais-lui ravaler sa supériorité. Finalement, le médecin change d'attitude, reprend son explication sur un ton différent, avec des mots simples. Eh oh, je suis là, voudrait-il leur crier. Eh oh, par ici, c'est de moi que vous parlez. Mais il est incapable d'émettre un son, et de toute façon, il a ce truc enfoncé dans la bouche. Voilà, donc ça c'est l'extrait que je vous disais un peu spé, où bon, on comprend pas trop.
Après, j'ai dit que ça durait une vingtaine de pages. En réalité, non, ça dure moins que ça, hein. Ah si, quoique. Si, ça dure 20 pages. 20 pages. Enfin, 30 pages si on compte le moment où il se fait foudroyer. On va dire si on compte le total. Donc voilà, c'était juste pour vous illustrer un peu le style. Alors, quel extrait je vais vous lire ensuite? J'hésite entre deux. Hmm, Je pense que je vais vous lire le moment de rapprochement entre Kirsten et... Alors, je sais où c'est, donc il faut juste que je le retrouve. 246, je crois que c'est ça. Donc c'est à peu près au milieu du livre, parce que c'est un passage qui est assez mignon. Euh... Non, c'est pas là. Oh merde. Bizarre. Pourtant, normalement, c'est au début de... Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, ils sont à l'hôtel. Enfin, elle vient de se faire agresser dans des toilettes, du coup. Et enfin, du coup, ils sont de retour à l'hôtel. Elle est un peu traumatisée par ce qui vient de se passer, et donc elle lui dit qu'elle veut pas rester seule. Et c'était Kirsten, pardon. J'ai peur, dit-elle simplement. Tu peux monter, s'il te plaît. Il émergea de l'ascenseur et marcha jusqu'à la porte 13, juste en face de la sienne. La 14. Frappa. Pas de réponse. Il attendit quelques secondes avant de frapper de nouveau. Toujours pas de réponse. Il commençait à se sentir nerveux lorsque soudain Kirsten Nigouard lui ouvrit, en robe de chambre, les cheveux mouillés. Elle lui tira la porte, la referma derrière lui, se recula et appuya ses reins contre le petit bureau sur lequel se trouvait une bouilloire et des sachets de Nescafé. Il ne savait pas que faire. Quel soutien lui apporter et sous quelle forme. Il se sentait pas très à l'aise dans cette chambre d'hôtel. C'était une femme vraiment très attirante et compte tenu de ce qu'elle venait de vivre, il voulait à tout prix éviter de la mettre dans l'embarras. Je risque de l'autre côté du couloir, dit-il. Enferme-toi à double tour et n'hésite pas à m'appeler. Je préfère que tu dormes ici, répondit-elle. Il regarda autour de lui, ne vit guère qu'un fauteuil qui lui parut très inconfortable. On peut prendre une chambre communicante s'il en proposait-il. Après coup, il se demanderait qui d'elle ou de lui avait fait le premier pas, briser la glace. Il se souviendrait qu'il voyait le néon bleu de l'hôtel par-dessus son épaule, tandis qu'elle était blottie contre lui, et qu'il se reflétait dans les carrosseries des voitures. Qu'à l'entrée du parking, il y avait deux grands sapins noirs. Il savait que les Pyrénées devaient se trouver quelque part au-delà, droit devant, mais que la nuit les dissimulait. Au moment où ils s'embrassèrent, il vit ses yeux grands ouverts, comme si chacun d'eux attendait que l'autre les ferme le premier, si proche que leur regard ne semblait en faire qu'un. Elle fouilla dans le sien, sans doute à la recherche d'une vérité enfouie sous les strates de civilisation. Puis elle mordit et lécha le lobe à l'intérieur de son oreille, une fois, deux fois. Il écarta les pans de sa robe de chambre, caressa ses seins plus petits qu'il ne les avait imaginés. Elle posa une main sur la forme dure à travers l'obstacle du pantalon, promena ses doigts vers le bas, vers le haut. Enfin, elle avait un jour enveloppé un galet trouvé dans la rivière dans un chiffon. Elle l'avait conservé ainsi pendant des jours, à cause de cette même sensation de douceur et de dureté mêlée. Puis elle recula vers le lit. Elle s'était reculée vers le lit, s'y était allongée, les pieds solidement plantés sur le plancher, les genoux pliés, elle ouvrit complètement sa robe de chambre. Seule la petite lampe de chevet était allumée, laissant les recoins de la pièce dans une ombre profonde. Là où étaient tapis les fantômes de sa vie. La nuit les enveloppait. Elle vit le halo de la lampe se refléter dans ses yeux, qui n'avaient plus rien d'innocent quand il s'avança vers elle. Il retira sa veste, déboutonna sa chemise. Elle entendait la pluie battre contre la vitre. Elle avait laissé la porte entr'ouverte et elle sentit l'air mouillé qui faisait frissonner les draps et sa peau. Au moment où il allait se pencher sur elle, elle leva la jambe droite et le bloqua du pied, posé sur son plexus. Il caressa son mollet puis sa cheville et effleura pareillement les orteils et le talon.
Sans le quitter des yeux, elle fit glisser son pied nu le long de son torse, entre les pans de sa chemise ouverte, descendit plus bas, franchit l'obstacle de la boucle de la ceinture, et le promena sur le sexe gonflé, à travers l'étoffe du pantalon. Dès qu'elle eut reposé à terre, il fut sur elle. Elle l'embrassa tout en défaisant sa ceinture, ouvrit sa fermeture éclair. Il prit un bas blanc dans sa bouche, glissa une main entre ses cuisses, et découvrit sa chaleur. Elle fut mouillée presque instantanément. Cela l'excita encore plus, et il eut envie de la pénétrer tout de suite. Mais il sumecta ses doigts avec sa langue et continua. Kirsten gémit, se tortilla dans le lit, comme si elle voulait à la fois s'offrir davantage et se refuser. Il la caressa un moment encore, puis la toucha plus loin. À présent, elle se tordait en émettant de longs feulements, allant du roc à l'aigu. Son sexe ruisselait. Ils naviguèrent ainsi, à travers le lit, perdant toute notion d'espace. Elle tentant à la fois d'échapper à ses caresses et les accueillant, se frottant, poussant ses doigts à l'intérieur puis s'écartant, jusqu'au moment où elle l'attira à elle pour qu'il la pénètre. Elle pressa plus étroitement son bassin contre le sien, et très vite elle dicta son rythme. Un rythme élevé, frénétique, et les ongles longs lui labourèrent les épaules, les flancs. De nouveau elle lécha, mordit à son oreille, et il sentit que son sexe durcissait encore plus. Ensuite elle le mordit vraiment, à l'oreille d'abord, le lobe, puis il ressentit un éclair de douleur, puis à l'épaule. Elle avait ouvert les yeux juste avant, un regard noir, sauvage, qui le scrutait avec défi et curiosité. Il la plaqua contre le matelas et s'enfonça en elle aussi profondément qu'il put. Elle continua d'imprimer un rythme furieux à leur va-et-vient, accélérant même, une main plaquée sur ses fesses, cherchant son plaisir, un rythme presque trop rapide pour lui, lui ôtant une partie de ses sensations. Mais elle ne semblait plus en mesure de s'arrêter jusqu'à l'orgasme, qui la souleva et la cambra dans le lit, lui arrachant une longue plainte, dans les aigus, yeux clos, bouche crispée. Ils changèrent de position et elle s'allongea sur lui, ses seins contre son torse. Il sentit sa chaleur et son humidité lorsqu'il la pénétra de nouveau, tout comme son pubis lorsqu'elle frottait contre le sien. Elle était étonnamment légère, souple et légère. Il caressa ses seins quand elle se redressa pour le chevaucher, ses genoux dans les draps. Elle avait un tatouage allant de l'aine à la hanche, une phrase en norvégien probablement, des caractères et des chiffres. Kirsten Egward, se dit-il, cachait sa véritable personnalité sous une enveloppe sévère, sous le feu, sous la glace le feu. Le cliché habituel. Cependant, il estimait ne jamais avoir été dupe. Dès le départ, il avait perçu sa nature hautement inflammable. Une chose en tout cas ne changeait guère. Au lit aussi, elle aimait avoir le contrôle. Voilà, donc c'est un passage un peu long qui résume un peu la relation que vont tisser les deux. Et donc c'est voilà, c'est assez intéressant. Je dis pas que c'est forcément mal écrit, mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir recours à ce genre de passage, de description un peu olé olé, on va dire, hein, pour nuancer ces personnages. Après, c'est toujours un plaisir hein, de lire ce genre de truc, hein, c'est pas le problème, mais je sais pas si c'est très à propos dans le bouquin, surtout pour un personnage qui n'apparaît que dans le. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Et j'allais dire dernier extrait, il y en a un où on voit bien toute la cruauté de Hartman, mais faut que je le retrouve. Ouais, il y a des petits trucs, mais. Alors. Non, c'est pas. En vrai, c'est pas très intéressant de lire ça. Je pense on va s'arrêter là pour ce livre. C'était un livre intéressant, trop long sans doute pour ce qu'il avait à raconter, avec un style d'un auteur qui cherche. Bon, c'était sympa mais sans plus, on va dire. Un bouquin de vacances d'été là à lire sur la plage pour passer le temps, mais je dirais guère beaucoup plus. Voilà. J'aime pas forcément en parler, dire ça comme ça, mais voilà, il y a des bouquins qui nous marquent plus que d'autres.
Et là, je pense que Minier, bah, c'est pas. Dommage, c'est pas si ouf que ça. Euh... hmm. Euh, Alors, du coup, comme d'habitude, je vais passer un peu de temps à vous parler de d'autres œuvres qui me viennent en tête en lisant ce bouquin. Alors, un bouquin forcément auquel je pense tout de suite et dont j'ai déjà parlé dans une chronique précédente, c'est évidemment la trilogie de Mister Mercedes. Alors pourquoi Mister Mercedes? Ben pour le côté rivaux en fait. Dans le dernier tome de Mister Mercedes, on a le tueur à la Mercedes et l'inspecteur de police du coup qui se cherchent, hein, qui se tâtonnent. Donc c'est un peu des rivaux, ils discutent plusieurs fois ensemble et tout. Et on a une vraie dualité psychologique entre le fou furieux et l'enquêteur en chef. Et je trouve que c'est mieux écrit que ça. Donc si vous aimez vraiment ce côté tueur psychopathe qui s'adresse directement à la police, je ne peux que vous inviter à aller lire la trilogie Mister Mercedes de Stephen King. Je sais même plus si j'ai le dit non. Donc c'est le premier c'est Mister Mercedes, le deuxième c'est Carnet Noir, qui est un peu décorrélé du premier d'ailleurs, et le dernier c'est Fin de ronde. Et Fin de ronde, c'est une dinguerie, c'est trop bien. C'est trop bien. Euh, Ensuite sur le côté les apparences sont trompeuses. Donc concernant Kirsten, en fait, je suis en train de me dire que si je vous donne une œuvre, je vais vous spoiler, donc je vais rien dire. Au final, non, je pense vraiment Fin de ronde. Fin de ronde, c'est le bon. Ah, il y a Rêver aussi. Ouais, ça m'évoque aussi Rêver de Tillier. Donc le délire de Rêver de Tillier. D'ailleurs, Rêver de Tillier, j'en ferai une chronique, hein. Faut que je le relise parce que j'ai déjà lu, mais je m'en souviens plus parfaitement. Le délire de Rêver de Tillier, c'est qu'en fait, on a un personnage qui est narcoleptique, qui fait des rêves et qui ne rêve pas, qui a des rêves et des souvenirs, on va dire. Et donc tout le délire du livre, c'est qu'il y a une espèce de temporalité qui est un peu brisée. Donc on ne sait pas exactement où se situent les événements. Mais ce qu'on sait, c'est on a un tueur qui s'appelle Freddy Krueger, qui fait du mal à des victimes dans leur sommeil. Et donc, euh, et donc il y a il y a une petite dinguerie là-dessus parce que bah, le tueur, on le voit, il interagit souvent avec les personnages. Et donc, c'est pas dans le surnaturel en plus. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une explication rationnelle pour comment il fait pour faire ce qu'il fait. Et donc voilà, donc Rêver et Fin de ronde, que je vous invite vivement à aller lire, plutôt que de lire Nuit de Minier. Enfin, vous pouvez lire Nuit de Minier si vous voulez, mais voilà, c'est vraiment deux bouquins que je vous recommande. Et de toute façon, Rêver, attendez-vous à ce que j'en fasse une vidéo, je pense que ça fait partie des prochains que je vais relire. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Moi, je vous fais des bisous à tous. C'était Clément. Et ciao!